Bonjour, Pierre-Eugène Rioux, psychosociologue spécialisé en gestion du rétablissement des toxicomanies. Toxicomane en rétablissement moi-même depuis 25 ans. On enchaîne avec la deuxième partie de la sérénité en 12 étapes. On a vu la première partie hier où on regardait une étude qui s'échelonne sur 80 ans, où on a regardé le facteur qui fait la différence pour une vie heureuse et en santé. Et l'étude démontre que c'est définitivement la qualité des relations qu'on établit avec notre entourage qui va faire cette différence-là. Donc, c'est les bonnes relations qui ont cet effet protecteur, ce bienveillant dans notre vie. On a vu aussi comment un toxicomane actif perd cet avantage-là. Ce bien-être-là lui échappe en raison même de sa toxicomanie. On a vu que le toxicomane est dans une recherche maladive de récompense ou de soulagement et qu'en raison de cette manie du toxique, bien évidemment, il perd sa qualité de vie. Alors aujourd'hui, dans la deuxième partie, on va voir comment le toxicomane peut se rétablir au moyen des 12 étapes. Évidemment, on sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs approches différentes pour se rétablir. Il reste que les 12 étapes sont l'approche qui, mondialement, depuis plus de 80 ans, ont aidé le plus de toxicomanes. On parle de millions de toxicomanes, on parle de 200 fraternités, alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, cocaïnomanes anonymes, name it anonymes, 200 fraternités de par le monde, des millions de toxicomanes qui, grâce à ce simple programme, ont réussi à se rétablir. Alors, on va voir aujourd'hui la trajectoire de rétablissement parce que l'idée derrière cette présentation-là, c'est de rappeler aux personnes en rétablissement comment on a tendance à confondre abstinence, sobriété et sérénité. Alors, l'abstinence, c'est simplement de s'abstenir de consommer, mais on n'est pas pour autant en rétablissement. Le rétablissement, c'est vraiment quand on cherche la sobriété, qui est une recherche d'équilibre dans tous les domaines de notre vie. Et cette sobriété-là, avec le temps, nous amène vers la sérénité parce qu'on va être capable de renouer avec nous-mêmes, avec notre entourage et développer ces fameuses relations de qualité avec des personnes autour de nous qui vont faire qu'on va avoir une vie plus heureuse et plus en santé. Alors, sans plus tarder, on va aller voir la deuxième partie de la sérénité en 12 étapes, la trajectoire de rétablissement générique. Dans cette deuxième partie de la trajectoire de rétablissement, on va effectivement rentrer dans la trajectoire de rétablissement, comment quand on est aux prises avec la toxicomanie, est-ce qu'on peut arriver à se rétablir. Alors on a vu dans la première partie comment souvent la cible est au début limitée à l'abstinence. Un toxicomane qui cherche à se rétablir va s'orienter sur arrêter de consommer et peu à peu il se rend compte que c'est insuffisant, il doit aller plus loin et c'est là qu'il va commencer à viser la sobriété. Qu'est-ce que la sobriété? C'est la recherche d'équilibre dans tous les domaines de sa vie. Et c'est la combinaison de ces deux aspects-là, l'abstinence et la sobriété, qui, une fois engagé dans le rétablissement, va lui permettre d'atteindre la sérénité. Maintenant, la sérénité, comment la trouver véritablement? On a vu une étude hier qui nous démontrait que la sérénité, dans le fond, c'est le résultat d'une vie heureuse et en santé
qui elle-même est le résultat de la qualité des relations qu'on va entretenir avec notre entourage. Alors, on a vu une étude là, qui s'étalait sur plus de 80 ans où on observait des hommes là, de tout milieu social et économique. Et c'est la qualité des relations qui faisait que les hommes heureux et en santé arrivaient à avoir cette vie de qualité-là. On s'est demandé, c'est quoi le problème dans ce cas-là pour le toxicomane? On a vu qu'un toxicomane est aux prises avec une recherche maladive de récompense et de soulagement qui va l'amener à tasser tous ses autres besoins, de telle sorte qu'il va se retrouver à devoir compenser pour la perte de la qualité de relation qu'il va entretenir avec son entourage, parce que cette recherche maladive de récompense et de soulagement va faire qu'il va perdre peu à peu la connexion avec son entourage, et il va compenser de plus en plus, et cette compensation-là va faire en sorte que la connexion va diminuer de plus en plus, la dépendance va augmenter, et notre toxicomane est aux prises avec un ego malade qui va conditionner sa conception du monde, sa conception de lui-même. On se rappelle qu'on voit la vie telle que nous on est et non pas telle que la vie est objectivement. Je ne vois pas la vie comme elle est, je vois la vie comme je suis. Alors, ça nous permet de comprendre qu'en rétablissement, l'abstinence va représenter environ 15% du rétablissement. Le 85% qui demeure, qui reste, ça devient définitivement la trajectoire de rétablissement. À partir de là, on va regarder comment les 12 étapes nous proposent de se rétablir. Donc, par quels moyens les millions de toxicomanes qui nous ont précédés ont réussi à se rétablir grâce à ce simple programme. On parle de millions de toxicomanes de par le monde qui, depuis plus de 80 ans, utilisent ce programme pour se rétablir de la toxicomanie. Non pas en guérir, malheureusement, parce que c'est une maladie chronique, progressive et fatale, mais être capable de se rétablir veut dire retrouver un équilibre dans sa vie. Alors, cette fameuse trajectoire de rétablissement commence avec un paradoxe qui va à l'envers de ce qu'intuitivement on serait porté à faire, parce que la première étape nous demande, dans le fond, de reconnaître notre impuissance devant notre dépendance et le fait qu'on a perdu la maîtrise de notre vie. Souvent, les toxicomanes vont reconnaître avoir un problème de toxicomanie, mais la première étape va plus loin que ça. La première étape suggère d'admettre son impuissance. Ça veut dire quoi, admettre son impuissance? Ça veut dire que d'une part, je ne peux pas consommer parce que quand je consomme, je perds la capacité de prédire la quantité que je vais consommer, la durée d'un épisode de consommation et surtout comment je vais me comporter une fois que j'ai commencé à consommer. Ça, c'est la première partie de l'impuissance. L'autre partie est encore plus insidieuse et difficile à saisir au début du rétablissement. L'impuissance, c'est aussi que je suis incapable de m'en empêcher. La majorité des toxicomanes qui veulent arrêter de consommer l'auraient fait depuis longtemps s'ils en avaient été capables. Et ils vont se battre avec ce monstre-là jusqu'à ce qu'ils admettent qu'ils sont impuissants, qu'ils sont incapables de s'empêcher de consommer et ils sont incapables de prédire comment ça va se passer une fois qu'ils ont commencé à consommer. Alors, cette première étape-là, évidemment, c'est le premier pas. C'est un pas qui est très difficile, qui va prendre du temps. Plusieurs toxicomanes vont revenir à la case départ à plusieurs reprises parce que malgré qu'ils ont admis leur impuissance, ils vont quand même tenter de retrouver la raison par leur propre force, par leurs propres moyens. Pourquoi on parle de retrouver la raison? Quand quelqu'un fait des choses qu'il ne veut pas faire, quand quelqu'un retourne consommer alors qu'il ne veut plus consommer, quand il a perdu la maîtrise de sa vie, quand sa recherche maladive de récompense et de soulagement a tassé tous ses autres besoins, on peut dire qu'il a perdu la raison. Maintenant, le fait d'admettre son impuissance ne veut pas dire que la personne a nécessairement retrouvé la raison. Et donc, il va continuer à essayer de le faire par lui-même. Alors, cette raison-là va se retrouver peu à peu en reconnaissant qu'on a besoin d'aide.
les études démontrent que la majorité des toxicomanes arrivent rarement à s'en sortir tout seuls. C'est pourquoi la deuxième étape nous dit que nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. C'est quoi une puissance supérieure à nous-mêmes? Ça peut être un autre être humain, ça peut être un groupe d'entraide, ça peut être un mouvement en soi, ça peut être une personne qu'on va rencontrer, ça peut prendre toutes sortes de formes. Il y a définitivement une dimension spirituelle à ce niveau-là, évidemment, mais surtout, cette deuxième étape-là, elle nous amène à reconnaître notre besoin d'aide. Et c'est à ce moment-là qu'une personne qui veut se rétablir va commencer à fréquenter les réunions des fraternités alcooliques anonymes, narcotiques anonymes et compagnie pour justement aller chercher cette aide-là qui va se manifester dans des groupes d'entraide. Malgré tout, parce que l'ego veille toujours, parce que l'ego lâche pas prise facilement, on continue à vouloir contrôler notre propre vie, puis à l'aménager, même vouloir aménager la vie des autres, en plus d'aménager notre vie. Même si on a admis qu'on était impuissant, même si on a admis qu'on avait perdu la maîtrise de notre vie, même si on a reconnu notre besoin d'aide, l'ego lâche pas prise et continue à vouloir aménager sa propre vie. Et c'est un concept qui est difficile à saisir au début parce que l'idée d'être incapable de gérer puis d'aménager sa propre vie est difficile à accepter. Et pourtant, c'est le chemin par lequel les gens qui se sont rétablis ont passé pour arriver à se rétablir. Alors, cette deuxième étape-là va ouvrir la porte à une prise de conscience où la spiritualité va prendre une place de plus en plus grande. On va se rendre compte qu'il y a quelque chose de plus grand que nous-mêmes qui peut contribuer à aménager notre vie mieux qu'on ne l'a jamais fait dans toute notre existence. La preuve, c'est que quand on est arrivé à la première étape, on a reconnu qu'on était impuissant. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas seulement impuissant devant notre dépendance, mais on est incompétent à aménager notre propre vie. Et c'est donc le paradoxe qui se poursuit jusqu'à cette fameuse troisième étape qui en fait sourciller plusieurs au début, parce que c'est à cette étape-là qu'on dit « Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. » Alors, ça veut dire quoi, ça? Premièrement, la littérature nous dit que toute l'efficacité du programme dépend du sérieux de nos efforts pour tenter d'en arriver à cette fameuse décision-là de confier notre volonté et notre vie. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on l'a vu dans la première partie, un toxicomane va vivre principalement dans la peur. C'est la peur qui domine sa vie. Et dans cette troisième étape, la décision qu'on prend, c'est de vivre dans la confiance. Pas une confiance axée seulement que sur nous-mêmes, parce que dans notre propre vie, on a démontré que nous-mêmes, on était imprévisibles en raison de notre recherche maladive de récompense et de soulagement, de notre manie toxique. Donc, il faut accorder notre confiance à quelque chose de plus grand que nous. Ici, on dit Dieu tel que nous le concevions. Alors, Dieu tel que nous le concevions, ça peut être Dieu tout court, mais ça peut être aussi la vie, ça peut être aussi les événements, les circonstances, une force bienveillante, plus grande que nous-mêmes. Pour plusieurs, ça peut commencer par être le mouvement des fraternités anonymes, en quoi je commence à faire confiance, puis au travers duquel je vais chercher de l'aide. Malgré tout, le lâcher-prise, le contrôle persiste, l'ego est toujours aux commandes. Pourquoi? Parce que devant les incertitudes de la vie, l'ego nous impose encore ce qu'il croit qu'on devrait être. Alors, j'ai déjà une idée, moi, toute faite de ce que ma vie devrait être, de ce que je devrais être, et j'ai de la difficulté à me mettre à l'écoute de la vie dans la confiance. Pourtant, cette troisième étape-là qu'on vient de voir nous amène à prendre une décision de faire confiance. Ça veut dire que je vais lâcher prise sur ce que je crois qui devrait arriver par la suite. Je vais plutôt être à l'écoute des événements et des circonstances.
Alors, nos belles intentions sont encore compromises par nos défauts de caractère et de personnalité, des faiblesses personnelles qu'on connaît à peine parce que la toxicomanie a pour effet de nous couper de nous-mêmes. On est étranger à nous-mêmes. Alors, on a des défauts de caractère qu'on ne connaît pas. Moi, je donne toujours l'image là, du tableau de bord de la voiture quand il y a une icône qui allume pour m'avertir qu'il y a un trouble quelconque dans la mécanique et j'ai aucune idée de ce que cette icône-là veut dire. Alors ça, c'est l'équivalent de ne pas se connaître soi-même et c'est pour ça que on commence à regarder, à se rapprocher de nous-mêmes et on commence à faire le ménage dans notre vie pour prendre conscience des traits de caractère et de personnalité qui ont contribué puis qui ont alimenté cette manie du toxique qui a contrôlé toute notre vie. Et c'est là que la quatrième étape arrive en disant nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'il souligne sans crainte? Eh bien, tout simplement parce que l'ego veille toujours ce qu'on croit qu'on devrait être et là, on risque d'avoir peur de ne pas être aussi extraordinaire qu'on le voudrait ou d'être plus monstrueux qu'on craint de l'être. Et la quatrième étape dit non, non. Tu as décidé à la troisième étape de faire confiance. Tu vas aller faire un inventaire. Un inventaire, ce n'est pas un historique de ma vie. Un inventaire, c'est OK, qu'est-ce que j'ai moi comme trait de caractère, comme trait de personnalité, dans le positif comme dans le négatif, qui contribue à ma toxicomanie, mais qui pourra aussi contribuer à mon rétablissement. Alors, on commence à s'accepter en avouant à nous-mêmes, à Dieu, à un autre être humain, la nature exacte de nos torts. On parle de quoi de nos torts? Ben, nos torts, c'est effectivement ces traits de caractère-là qu'on a vus dans la première partie où on parlait de peur, où on parlait d'égoïsme, on parlait d'égocentrisme. C'est les différentes manifestations de l'ego qui aiment se complaire dans le passé puis nous amener dans la dépression ou se complaire dans l'avenir puis nous amener dans la peur et l'anxiété. Alors, l'étape suivante est une étape d'acceptation où on avoue à nous-mêmes, à Dieu, à un autre être humain, la nature exacte de ces torts-là, pour en prendre conscience, mais surtout pour s'accepter tel qu'on est là où on est rendu, parce que l'acceptation est la première étape vers le changement. C'est l'acceptation qui rouvre la porte au changement. Le changement qui va venir à un niveau plus profond que probablement jamais dans notre vie parce que, comme toxicomane, on se promène avec ce que j'appelle notre catalogue de Stackos. C'est quoi le catalogue de Stackos chez un toxicomane? Ben, c'est toutes les explications, c'est toutes les raisons qu'il donne pour dire « Ah, ben moi, écoute, avec tous ces problèmes-là que j'ai eus dans ma vie, c'est normal que je consomme comme je consomme. » Alors, on a passé notre vie à accuser les personnes, les événements, les circonstances, les situations, à les accuser d'être la cause de notre toxicomanie. Et prendre conscience de ça, ben, c'est de reprendre un peu de pouvoir sur notre vie parce que tant qu'on accuse puis qu'on met les causes à l'extérieur de nous-mêmes par rapport à notre toxicomanie, ben, on est encore plus impuissant dans notre rétablissement. Alors, l'étape suivante nous amène à s'ouvrir au désir de changer. Et ce désir de changer-là, ben, c'est un autre lâcher-prise et on le constate au fur et à mesure qu'on avance dans les étapes. Les étapes contribuent à dégonfler cet ego-là qui, au départ, est malade en raison de la recherche maladive de récompense et de soulagement. Et ce désir de changer-là ben, va faire en sorte que notre catalogue de Stackos va devenir une source d'opportunité. Ça veut dire quoi? Ben, la sixième étape a dit, nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ses défauts. Pas moi-même qui va commencer à me varloper comme un dentiste qui s'en va devant le miroir avec une paire de pinces qui essaie de s'arracher lui-même la dent qui fait mal. Non, il va aller chercher de l'aide et il va faire confiance parce que la troisième étape dit on a décidé de faire confiance. Donc, mon catalogue de Stackos va devenir une source d'opportunité où les événements, les circonstances, les personnes, les situations vont maintenant devenir des opportunités pour que je puisse évoluer dans ma vie.
Alors, je vais accepter les contradictions de la vie, les contrariétés, je vais accepter les difficultés, les épreuves. Et en passant, c'est une des illusions qui persiste chez beaucoup de toxicomanes qui croient à tort que parce qu'ils ont décidé de se rétablir et de faire confiance à quelque chose de plus grand qu'eux, ils n'auront plus de difficultés dans leur vie. Ben absolument pas. La vie continue avec ses hauts et ses bas, avec son lot d'incertitudes. Mais la différence, c'est que ce programme-là, ces étapes-là, quand je les mets en pratique, me permettent de les gérer autrement, de les vivre autrement. Alors, cette 6e étape-là va m'ouvrir à l'idée que, faisant confiance à la vie, je vais me laisser travailler par les événements, les circonstances, les situations et faire confiance à l'évolution que ça va provoquer dans ma vie. Est-ce que mon ego va quand même persister? C'est sûr, parce que notre soif de progrès matériel, notre zone de confort, on va y tenir beaucoup. Et quand on a à choisir entre notre zone de confort, notre progrès matériel ou l'amélioration de notre caractère, ben on a toujours tendance à choisir notre zone de confort. Ce qui fait qu'on va résister justement au changement et à la transformation que Dieu va nous apporter au travers des personnes, des événements et des circonstances. Ce qui veut dire que on va encore vivre des humiliations, on va encore vivre des défaites, on va encore vivre des difficultés, jusqu'à ce qu'on s'ouvre à l'idée que si on mettait un peu d'humilité, ça veut dire que l'ego va dégonfler encore plus. Si on mettait un peu d'humilité dans notre façon de vivre, ben ça mettrait un peu d'huile dans l'engrenage. On parle de quoi quand on parle d'humilité? Ben on parle de se voir tel qu'on est. On parle de reconnaître ses qualités, ses défauts, se souvenir que les qualités comme les défauts, c'est pas un choix que j'ai fait, c'est venu avec le lot que la vie m'a donné. Je peux avoir de la gratitude pour mes qualités, puis je peux avoir de l'honnêteté pour mes défauts. Et reconnaître ma place dans l'univers, arrêter d'exiger d'être le premier ou arrêter de souffrir, de penser que je suis tout le temps le dernier. Simplement prendre ma place. Et c'est là que la 7e étape entre en scène, où on demande humblement à Dieu de faire disparaître ces défauts-là. Et ça commence par choisir de mettre de l'humilité dans notre vie. Rendu là, est-ce que notre relation avec les autres est réparée pour autant? Pas nécessairement. Les étapes qu'on a faites jusque-là, bien évidemment, nous permettent de retrouver un certain équilibre dans notre vie. C'est sûr qu'on fonctionne mieux qu'on n'a jamais fonctionné rendu là. D'ailleurs, les promesses le disent, même rendu à moitié du chemin, déjà, on va voir d'énormes bénéfices. Maintenant, on va faire une petite parenthèse pour comprendre un peu ce qui se passe avec et la toxicomanie et le rétablissement à partir d'une étude qui a été faite il y a quelques années où on prenait un rongeur avec lequel on a fait une expérience à propos de l'addiction. On met un rongeur dans une cage avec une substance, soit de la cocaïne, soit de l'alcool, quelque chose d'addictif, et on regarde ce qui se passe avec le rongeur. Alors le rongeur, une fois qu'il est en présence de cette substance-là, va en consommer de plus en plus sans restriction jusqu'à en mourir parce que c'est une substance addictive intoxicante et il va finir par mourir. Et là, ben, avec cette étude-là, les chercheurs ont dit « Ah, voilà, on est capable de démontrer comment la toxicomanie est vraiment causée par les substances. » Alors, un autre chercheur est entré en scène, il a dit « Oups, minute, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait modifier dans l'étude et la recherche pour voir si ça ferait une différence. » Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont pris le même rongeur, mais ils en ont mis plusieurs autres avec lui dans la même cage. La substance addictive était là. Ils ont mis aussi quelques objets là, pour s'amuser, etc. Et on s'est rendu compte que peu à peu, les rongeurs se détachaient de la substance addictive parce qu'ils étaient en relation les uns avec les autres et que cette relation-là, les uns avec les autres, faisait en sorte qu'ils pouvaient graduellement échapper à l'addiction qui pouvait sembler être causée par la substance. Alors, ceci étant dit, ça nous amène à l'étape où on va vraiment s'ouvrir à comment je peux rétablir la connexion avec les autres. Alors, il faut se souvenir qu'un toxicomane actif va déranger en moyenne une 40aine de personnes dans son actif et donc,
il aura endommagé son réseau social, il aura endommagé ses relations avec son entourage, ses amis, sa famille, ses proches. Et c'est pourquoi on a une 8e étape qui nous dit on a dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et consenti à réparer nos torts envers chacune d'elles. Alors, c'est une étape qui demande encore de l'humilité, évidemment, parce que ça nous demande de reconnaître que même si on n'avait aucune mauvaise intention de faire du tort à ces gens-là, ben notre toxicomanie, notre manie du toxique a quand même causé des torts et c'est le temps de se responsabiliser, non pas de se culpabiliser, mais de se responsabiliser par rapport à ces problèmes-là qu'on a pu causer. Et ça commence par simplement faire une liste de toutes les personnes qu'on considère avoir lésées et on enchaîne avec la 9e étape qui, elle, nous suggère, à partir de là, d'aller réparer directement ces torts envers ces personnes dans la mesure du possible. Donc, ça veut dire qu'il y a une limite à ce qu'on peut arriver à faire comme réparation, soit que les gens sont décédés, soit qu'on ne sait plus où ils sont rendus, soit qu'ils veulent vraiment plus rien savoir de nous. Et on fait tout ça en faisant attention de ne pas créer plus de dommages qu'on en a créé. Et comment ça pourrait arriver? Ben, si le but de notre démarche, c'est de se déculpabiliser, ben, ça se peut qu'on fasse une démarche qui fasse plus de tort que de bien. Par contre, si on le fait pour vraiment, honnêtement, réparer nos relations, on appelle ça faire des amendes honorables, reconnaître nos torts dans le but de reconnecter avec ces personnes-là qui sont significatives pour nous, ben ça va quand même faire en sorte que notre réseau social va se reconstruire. Malgré tout, nos défauts de caractère qu'on a reconnus dans la 4e étape, qu'on a avoués dans la 5e étape, qu'on a accepté de voir disparaître dans la 6e et la 7e étape, vont malheureusement pas disparaître par magie et on devra continuer à les reconnaître, on devrait continuer à être vigilant parce que c'est une question de temps, c'est une évolution, c'est l'histoire d'une vie, le rétablissement. Alors, c'est pour ça qu'on a une 10e étape qui nous suggère de poursuivre notre inventaire personnel et de promptement admettre nos torts dès qu'on s'en aperçoit. Et de quel tort s'agit-il? Ben, il est arrivé des circonstances où nos défauts de caractère ont repris le dessus, la peur a repris le dessus, on a laissé tomber notre décision de la 3e étape de faire confiance et on s'est remis dans le tort à partir de ces défauts de caractère-là. Un toxicomane actif, comme bien des gens en général, vont être portés à prendre l'inventaire de l'autre personne quand il y a un conflit ou une difficulté qui se présente, mais la 10e étape, elle dit non. Tu vas commencer par prendre ton propre inventaire à toi. Qu'est-ce qui t'appartient dans cette situation-là, dans ce conflit-là, dans ce problème-là? Et la 10e étape nous dit que c'est une croyance en spiritualité que chaque fois que j'ai un malaise avec une situation quelconque, peu importe la raison, ben c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi-même. Et qu'est-ce qui ne va pas avec moi-même? Ben, cette situation-là, cette personne-là, cette circonstance-là était l'occasion de faire ressortir un ou plusieurs de mes défauts de caractère. La preuve en étant que je me sens extrêmement mal dans ma peau et ça, c'est le signal que j'ai quelque chose à regarder. Alors, à partir de là, on va aller plus loin dans la capacité de prendre soin de nous-mêmes parce qu'on continue à vivre dans la réalité. On sait comment la pression sociale est énorme dans notre vie, surtout depuis presque 2 ans maintenant, là, avec tout ce qui se passe, avec les mesures sanitaires, avec l'isolement social avec lequel on se retrouve, avec tous les enjeux personnels et professionnels qu'on retrouve. On a vraiment besoin d'aménager dans notre vie un espace de ressourcement pour être capable de se recentrer puis alimenter notre équilibre. Et c'est ce qui va contribuer justement à s'approcher de cette sérénité-là dont on a tellement besoin. Donc, on va développer nos propres stratégies, on va se trouver un moment, on va se trouver un espace, idéalement au quotidien, où on va s'accorder un temps de silence, un temps d'intériorisation qui va simplement consister à prendre contact avec nous-mêmes dans l'honnêteté pour prendre conscience de ce qui nous habite, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. On va accepter de laisser monter, prendre conscience de ce qui est là. Et la 11e étape nous dit qu'on va chercher par la prière et la méditation à améliorer notre contact
conscient avec Dieu, toujours tel qu'on le conçoit, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. Alors, ce petit mot-là, lui demandant seulement, je le trouve extrêmement important parce que ça nous permet de comprendre que si Dieu est Dieu, je n'ai pas tellement de choses à lui dire et à lui apprendre. Parce que si Dieu est Dieu, il sait ce que je ressens, il sait ce que je vis, il connaît mes besoins. Alors, c'est peut-être plutôt moi qui ai besoin de savoir ce que Dieu a à me dire par rapport à ma situation, comment il peut me guider. Moi, ma prière préférée, c'est de demander à Dieu de me guider par des moyens et d'une façon que je vais comprendre et qui va me permettre de faire face aux difficultés que je rencontre au quotidien. Alors, rendu là, est-ce qu'on est rétabli pour autant? On reconnaît qu'il y a quand même beaucoup de chemin qui a été fait. Est-ce que ça a pris des semaines? Est-ce que ça a pris des mois? Est-ce que ça a pris des années? Est-ce qu'il y a eu quelques rechutes entre-temps? Tout est possible, mais on voit définitivement comment la trajectoire de rétablissement, c'est quelque chose qui prend du temps. Alors, malgré qu'on ait fait tout ce chemin-là, on est quand même aux prises avec ces défauts de caractère-là, notre ego, qui continue à refuser de lâcher prise. On veut toujours mettre notre profit personnel en priorité. On hésite à s'impliquer, à contribuer, à s'engager véritablement. On a plein de réserves dans le fond avec la vie en général. Notre estime de nous-mêmes est encore fragile. Ça va même nous arriver de remettre le programme des 12 étapes en doute, et là, on en voit qui s'en vont essayer d'autres méthodes avec plus ou moins de bons résultats. Et on arrive même à frapper un mur parce que on voit que les autres autour de nous ont de la difficulté à comprendre ce qu'on essaie de faire avec notre propre vie. On voudrait transmettre le message, ça ne marche pas nécessairement comme on le voudrait, les autres ne sont pas nécessairement réceptifs. Et on voudrait amener l'esprit du mouvement, l'esprit de ces 12 étapes-là dans notre milieu de vie personnel et professionnel. Et on se rend compte que ça fonctionnerait peut-être pas autant qu'on l'aimerait. Et les difficultés de la vie, les épreuves naturelles de la vie continuent à se manifester. Et ça remet en question notre démarche parce qu'on reste un peu dans cette illusion-là où maintenant qu'on est en rétablissement, qu'on a arrêté de consommer, tout devrait bien aller et c'est malheureusement pas le cas. Au niveau de notre relation, toute notre conquête de pouvoir, de renommée, d'affection, tout ça reste prioritaire et on a encore tendance à développer des relations impraticables avec les autres, soit qu'on a tendance à vouloir conduire leur vie et leur dire comment vivre et les organiser, ce qu'ils vont accepter faire pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils stagnent, ils se révoltent et là on se retrouve peiné et amer de leur revirement. Et là, encore une fois, c'est une autre difficulté qui s'ajoute. À l'autre extrême, on peut chercher à dépendre complètement des gens autour de nous, soit de nos parents, de nos amis, de notre conjoint ou de la société en général. Et évidemment, ça va marcher pendant un certain temps jusqu'à temps qu'ils nous laissent tomber parce que l'équilibre est ni dans le contrôle total des autres, ni dans un abandon total aux autres où on devient complètement dépendant. Alors, rendu là dans notre rétablissement, ça se peut que les nuages roses du début du rétablissement deviennent un petit peu moins roses. On commence à vraiment douter. Notre progression va peut-être ralentir. On va peut-être pogner des bas. Et il peut même arriver qu'on se fasse servir une grosse épreuve inattendue, une rupture, une perte d'emploi, une maladie, parce que ça arrive dans la vie et notre recherche de sécurité émotive reste sur son appétit. On est encore ébranlé et encore fragile par rapport à ces difficultés-là. Et on va rester dans cette espèce de brouillard-là jusqu'à ce qu'on en vienne à comprendre que la source de stabilité émotive qu'on recherche tellement, c'est vraiment dans notre spiritualité qu'on va être capable de la trouver. Et là, ça veut dire qu'on se sera ouvert à un lâcher-prise fondamental
où cette décision-là de la troisième étape, de vraiment faire confiance à Dieu tel qu'on le conçoit, de vivre dans la confiance plutôt que dans la peur, malgré les difficultés, ben, elle va prendre de plus en plus place dans notre vie. Et c'est là qu'il y a un réveil spirituel, un changement de personnalité qui va s'opérer dans notre vie. Et c'est la 12e étape qui se pointe en disant que, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes et de tout ce cheminement-là, ben on a alors essayé de transmettre ce message à d'autres dépendants et surtout de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. Alors là, on est prêt à voir comment, au travail, à la maison, dans nos relations, dans l'ensemble des aspects de notre vie, ces principes-là peuvent s'appliquer, en commençant évidemment par la décision fondamentale de la troisième étape, de faire confiance, ensuite de ça, d'être honnête avec nous-mêmes, d'être conscient de nos défauts de caractère quand ils se manifestent, d'être capable dans l'humilité de les reconnaître et d'accepter de changer au fur et à mesure. Et ce réveil spirituel-là, ben, c'est l'équivalent d'un don, d'un nouvel état de conscience, une nouvelle façon d'être qui est indispensable, qui est définitivement là, le résultat d'un engagement réel dans le rétablissement. C'est la base même du rétablissement. Et là, on se rend compte que pour vivre en société, faut faire des concessions, faut développer de la tolérance. On apprend à fraterniser avec les autres, donc on n'a plus besoin d'être le meilleur, le premier dans tout ou le dernier qui est plus bon à rien. On peut être simplement un parmi les autres, fraterniser avec les autres, et on peut aussi commencer à transmettre le message. Honnêtement, il n'y a pas de bonheur plus grand que celui de transmettre ce message-là à un autre dépendant qui souffre encore puis qui cherche la sortie de cette souffrance-là. Alors, on va progresser dans cette capacité-là, justement, de transporter l'esprit du mouvement dans notre quotidien parce qu'on va l'incarner dans notre vie. Ce ne sera pas seulement ce qu'on va en dire, ça va être d'abord ce qu'on va en vivre. Et on va apprendre à accepter le succès comme les échecs, donc la vie telle qu'elle se présente. Quand il y aura des citrons qui vont se présenter, ben, on va être capable de faire de la limonade avec ces citrons-là et on va, avec l'aide des autres, découvrir notre propre rôle, comment on va être capable de contribuer dans notre société, autour de nous, dans notre entourage, puis nous impliquer avec les mains ouvertes, le cœur ouvert, et voir qu'est-ce qu'on peut apporter, bien comprendre comment chacun de nous, on a notre propre importance, c'est quoi le rôle qui nous est attribué dans le grand plan de la vie, et on arrive à conserver l'assurance de jouer un rôle parce que notre vie, et c'est la base de la spiritualité, notre vie commence à faire du sens ou fait un sens de plus en plus consistant. Et la spiritualité, ça commence avec ça. C'est quoi le sens de ma vie? Mais le sens de ma vie, je vais être capable de le découvrir à partir du moment où je fais confiance que justement, il y a un plan, il y a un grand plan dans l'existence duquel je fais partie et que je vais être capable de jouer mon rôle dans la mesure où je fais confiance. Et là, je me rends compte que graduellement, il y a des gens qui arrivent de plus en plus autour de moi. J'ai un réseau social qui est en train de se reconstruire. Et ce que l'étude nous démontrait dans la première partie, que c'est la qualité de nos relations qui font en sorte qu'on a une vie heureuse et en santé, bien, cette condition-là, sine qua non, à avoir cette sérénité-là dans la vie, elle vient d'elle-même, tout simplement comme résultat de notre rétablissement. Alors, en conclusion, on peut reconnaître que quand on est aux prises avec la toxicomanie, on est des personnes à problème. Mais, quand on met en scène et qu'on s'implique dans ce programme-là, on peut dire exactement ce que l'introduction du gros livre des alcooliques anonymes nous dit. Rarement avons-nous vu faillir à la tâche celui qui s'est engagé à fond dans la même voie que nous, soit dans la trajectoire de rétablissement.